L'Institut canadien de Québec célèbre cette année son 175e anniversaire. C'est l'occasion pour nous de jeter un regard sur le chemin parcouru, cette histoire exceptionnelle, les réussites, les transformations qu'a vécues notre organisation, mais la Bibliothèque de Québec plus largement. L'Institut canadien aujourd'hui, c'est 26 bibliothèques réparties sur le territoire de la Ville de Québec. C'est une maison de la littérature, c'est le Festival Québec en toutes lettres, c'est des programmes qu'on gère nombreux, donc Québec Ville de littérature UNESCO, nos résidences de création, Première Ovation, c'est des programmes en littératie. C'est aussi le fruit du travail passionné de nombreuses personnes, des femmes, des hommes qui ont transformé notre histoire. Vous faites partie de ces gens-là. Jean Paillard, vous êtes bibliothécaire. Vous avez travaillé au sein de l'Institut canadien pendant 34 ans. Vous êtes d'abord rentré en fonction au début des années 80 comme responsable des projets spéciaux, puis vous êtes devenu directeur général en 1989, poste que vous avez occupé pendant 23 ans jusqu'en 2012. Vous avez donc été témoin de cette grande transformation-là. Vous êtes parmi les pionniers. Quel regard jetez-vous sur notre organisation aujourd'hui? D'abord, beaucoup de fierté. On ne peut pas autrement. C'est le seul sentiment qui peut m'habiter aujourd'hui, puisque je me rappelle encore les premiers jours à l'Institut canadien. Ici même, d'ailleurs, on est dans la Maison de la littérature aujourd'hui. Et mon bureau, à moi, était ici, au sous-sol. Et dans un décor qui était totalement différent, puisque nous habitions la résidence ce qu'on appelait le concierge à l'époque. Parce que le concierge avait résidence dans l'ancienne église, au fond, qui était le temple Wesley. Et tous nos bureaux étaient à peu près dans cet espace-là. Et ce que j'ai connu, en fait, j'ai connu un Institut canadien qui était vraiment à l'orée d'un changement profond. Déjà, il y a un plan directeur qui avait été soumis à la Ville de Québec pour envisager ce que pourrait devenir le réseau. On était chanceux parce qu'il y avait 2 maires successifs qui étaient très réceptifs. Le maire Lamontagne, qui est le premier à décliquer, a dit il faut profiter de la volonté du ministère de la Culture de faire quelque chose du réseau des bibliothèques publiques au Québec. Le témoin a été repris par le maire Pelletier, parce que sans volonté politique, il n'y a rien à faire. Et là, il y avait une belle conjonction. On avait à la fois le ministère de la Culture avec qui avait la volonté de faire quelque chose, puis on avait la Ville aussi. Donc, c'était merveilleux. Et puis, on avait un vent de changement aussi. Les écoles de bibliothéconomie, dont je suis issu, avaient évidemment transformé un peu les programmes dans le but, justement, d'ouvrir la voie au changement. Et notamment, évidemment, il y avait l'informatique documentaire qui commençait à pointer. Mais je me rappelle qu'à l'école de bibliothéconomie à Montréal, tout ce qu'on avait comme terminal, c'était un terminal sans écran. Alors, on partait de là. Mais on savait que l'informatique s'en venait. Comme jeunes bibliothécaires, on était évidemment plusieurs à vouloir utiliser ce médium-là. Et je me rappelle très bien mon premier contact avec l'administration de la bibliothèque, ça a été de constater que la plupart des tâches étaient manuelles encore. Il y avait encore les catalogues sur fiches qui étaient iconiques. Là. Quand on voit les films du passé, on voit les gens feuilleter les petites fiches 4x6. C'est ça la réalité quand vous êtes arrivé au début des années 80. Il y a le seul élément de modernisme qu'il y avait un tant soit peu, c'était que plutôt que d'enregistrer manuellement les prêts, on les photographiait. Donc, il y avait une machine qui s'appelait Recordac, qui permettait d'enregistrer sur microfilm les transactions de prêts. Mais ça, c'est un travail monumental malgré tout, alors que si on compare avec aujourd'hui, les banques de données d'une grande richesse, les catalogues informatisés, c'est une autre réalité. Juste le RFID, par exemple, le prêt RFID là, qui permet, sans même contact, là, on peut lire le contenu du livre directement. Donc ça, à l'époque, on ne l'avait même pas imaginé, cette possibilité-là. Parce que quand vous êtes arrivé au début des années 80, c'était quoi le réseau des bibliothèques de la Ville de Québec? Bien, c'est un réseau, c'est surtout un réseau de bibliothèques paroissiales. Il existait, exemple, la bibliothèque Saint-Sacrement était fusionnée au centre de loisirs. Il y avait aussi la bibliothèque Saint-Charles de Limoilou, qui était à l'intérieur d'un édifice aussi existant. La bibliothèque Canardière, qui était dans le centre de Monseigneur Marcoux, ces bibliothèques-là avaient été d'une autre époque. Là. Donc, d'où la pertinence de ce plan directeur dont vous parlez pour définir
un type de service, un type de bibliothèque qui répondait ou qui répondrait aux besoins de la population. Exactement. Il y avait déjà des exemples un peu partout. On a fait des recherches, bien sûr, parce que comme responsable des dossiers spéciaux, on m'avait demandé de faire des recherches sur ce qu'il y avait de meilleur comme bibliothèque à travers le monde. Les Américains, évidemment, avaient un petit peu une longueur d'avance sur nous, puisque les bibliothèques là-bas avaient bénéficié, d'entre autres, des fonds du célèbre millionnaire Carnegie, qui avait, lui, comme volonté de moderniser le réseau des bibliothèques aux États-Unis. Il y a même des bibliothèques au Québec qui ont bénéficié des subventions de Carnegie. Okay. Mais la plupart de ceux qui étaient dans le territoire catholique, donc francophone, ont refusé les subventions. Parce qu'on se disait, bon, c'est l'argent du capitalisme, c'est pas nous, ça. C'était surtout, évidemment, de garder le contrôle sur l'acquisition des documents, puis d'avoir des documents qui soient respectueux, n'est-ce pas, de la religion et de l'ordre établi. Donc, ça, c'était la grande noirceur. On était encore un petit peu dedans quand je suis arrivé en 78. Là, on avait, les collections, évidemment, n'étaient plus victimes de censure, parce qu'à l'Institut, on a eu des ouvrages sous clé à une certaine époque. Absolument. Mais évidemment, en 78, les choses avaient déjà changé énormément. Mais une des choses qu'on voulait faire aussi, c'est que la tendance mondiale à cette époque-là, c'était d'emmener les bibliothèques ailleurs, de faire entrer d'autres documents. Parce qu'on s'est dit, bon, il y a des enregistrements sonores, il y a des diapositives, il y a des enregistrements vidéo. Il faut les faire entrer dans la bibliothèque d'une façon ou d'une autre. Et le premier geste qui a été fait à la Bibliothèque de Québec, c'est de créer une phonothèque sur la rue Saint-Pierre, qui a été la première phonothèque au Québec, là, publique, qui était accessible à l'ensemble de la population. Moi, je me rappelle, on m'avait demandé de commencer à cataloguer les disques. On partait de rien, là. Il n'y avait pas d'historique, il n'y avait pas de système établi. Et puis, là, je regardais mes règles de catalogage anglo-américaines qui étaient à cette époque-là prévalentes, là. Alors, à partir des règles, j'ai commencé à cataloguer les disques, qui était encore une fois une job de bénédictin. Parce qu'il fallait vraiment décortiquer. Mettons, si dans un seul document, vous aviez 5 pièces, bien, c'était presque 5 fiches différentes qu'il fallait faire pour identifier toutes les composantes. Moi, je me posais bien des questions à cette époque-là, puis je me suis dit, je ne me voyais pas toute ma vie finalement réduire mon rôle finalement à cataloguer ou à classifier les documents. J'ai dit, il faut améliorer techniquement tout ça. Ouais. Et puis, le premier geste que j'ai eu, c'est de dire, je voyais que la clientèle augmentait parce qu'on était sous les 10 000 abonnés à l'époque. Puis je me suis dit, il faut trouver un moyen d'enregistrer ces gens-là de façon autre que manuelle, parce qu'on n'avait aucun registre global des abonnés, sauf des petits casiers où on avait le nombre des abonnés. Alors, c'est là que m'est venue l'idée de créer une base de données. Mais là, j'ai dit, ça doit exister, il doit y avoir un produit quelque part qui le fait. Non, vous n'en trouviez pas? J'en trouvais pas. À cette époque-là, il n'y en avait pas, carrément. Alors, vous avez bidouillé une base de données? C'est là que je me suis initié à un langage de programmation qui s'appelle DBase 3, qui est un système de gestion de base de données. Alors, j'ai dit, on va constituer un registre des abonnés à l'intérieur de cette base de données-là, qui va nous permettre de faire des rappels aux besoins et puis surtout d'imprimer des cartes. Okay. Alors, on s'est doté d'une imprimante, on a fait imprimer le formulaire lui-même, qui était à chaque fois qu'un usager rentrait, bien, les données étaient inscrites manuellement d'abord au comptoir, et puis il y avait une secrétaire qui s'était chargée ensuite de rentrer dans le système, dans la base de données, le nom de l'usager qui venait de s'inscrire. Alors ça a été le premier geste informatique de la Bibliothèque de Québec. Déjà, qui était précurseur par rapport à l'ensemble Personne ne le faisait, mais là, tout le monde nous regardait en disant « Oh, il y a quelque chose d'intéressant, là. Ces gens-là viennent d'inventer quelque chose. » Qui nous simplifierait grandement la vie. Grandement la vie. Alors, le deuxième geste, c'était de dire, est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir un système informatique qui permettrait de gérer les transactions? Là, j'allais un petit peu plus loin dans ma démarche. Mais là, on savait qu'en 1972 et 1976, l'Université du Québec à Montréal avait commencé à développer ce que personne n'avait fait au monde, à mon avis. C'était une première mondiale.
Je pense que c'est en 72 que les travaux ont commencé. On a créé la base de données qui est connue sous le nom de Badaduc. Et Badaduc, c'est la banque de données de l'Université du Québec. Cette banque de données permettait, dans un premier temps, de voir l'ensemble des ressources de l'Université du Québec sur le territoire du Québec, parce qu'il y avait plusieurs constituants. Donc, le but, c'était d'avoir un portrait d'ensemble des ressources documentaires. Badaduc était surtout une base de données dans ce sens-là, mais pas une base de données nécessairement transactionnelle complète. Et l'Université du Québec l'a fait évoluer vers un système qui s'appelait CIGIR. CIGIR a été, par la suite, commercialisé par l'Université du Québec. Ils ont dit, on a un petit bijou entre les mains, il faudra en faire bénéficier l'ensemble de la population, l'ensemble des bibliothèques du Québec. Et c'est là qu'il leur est venu l'idée d'approcher une compagnie qui s'appelle Sobeco, qui est une compagnie d'assurance, qui voulait diversifier ses ressources à l'époque et qui a dit, bien, nous, on va vous aider à mettre sur le marché Multilis, parce que CIGIR, c'était un peu indigeste comme nom, là. Alors, on s'est dit, on va trouver un nom plus marketing, plus commercial, d'où l'idée d'appeler Multilis. Alors, nous, on a regardé ça, Multilis, et ça a été vraiment un produit. On a décidé d'être les premiers à l'utiliser. Donc, on a implanté Multilis entre 1978 et 1983. C'était quand même assez long parce qu'il fallait retranscrire en langage machine toutes les données catalographiques. Le catalogue qui, à l'époque, répondait aux normes anglo-américaines, mais il fallait maintenant qu'il réponde aux normes du MARC, le Machine Readable Cataloging, qui permettait d'avoir des fiches qui pouvaient être manipulées par la base de données. Donc, il a fallu se taper le travail de reconversion du catalogue. Vous suivez là-dedans dans ces transformations-là. Il y avait foi dans ces nouvelles façons de procéder. Vous accompagnez là-dedans? Parce que c'est quand même une grande transformation. Vous étiez un visionnaire, vous le voyez, le potentiel, mais ça prend quand même des gens pour vous accompagner dans cette transformation-là. Oui, bien, d'abord, on s'est appuyé beaucoup sur l'expertise de l'Université du Québec là, pour la question de la gestion du système, qui était maintenant la propriété de Sobeco, là, de Multilis. Puis par la suite, ça a évolué beaucoup. Là. Le système Multilis a été acheté par une compagnie américaine qui s'appelle DRA. Et puis après ça, il a été acheté par la compagnie Circe, qui en est toujours les propriétaires là, avec le système Horizon. Là. C'est la dernière version là, du système. Mais en fait, il a été acheté par les Américains, puis la bougie d'allumage était au Québec. Là. Alors, l'expertise s'est développée ici, puis nous, on a formé les équipes à l'interne, à l'Institut. On a développé la formation D'abord, on a développé un mode de formation des employés pour arriver à avoir des techniciens de documentation qui manipulent bien ces données-là. Donc, notre personnel a évolué avec ça. Donc, ça a été le geste un peu révolutionnaire. Ça a permis d'avoir une vision réseau. C'est-à-dire que même si on n'avait pas des très grandes bibliothèques à l'époque, on avait cette capacité-là de faire fonctionner tout ça ensemble. Et quand Gabriel Roy a émergé en 1983, bien évidemment, on n'était pas prêt à fonctionner. On avait encore le catalogue sur fiche. Si les gens se rappellent les débuts de Gabriel Roy, on avait encore le fameux catalogue au premier étage qui occupait un meuble monumental. Et puis, il fallait encore, en 83, fabriquer les fiches manuellement. Puis, s'il y avait 7 exemplaires d'un même titre qui étaient dans 7 bibliothèques différentes, bien, il fallait faire 7 jeux de fiches, puis aller classer dans le classeur les fameux jeux de fiches. Alors, tout ça a disparu graduellement. Puis c'est autour de 87, si je me souviens bien, où on a dit officiellement à la population, nous avons un système maintenant informatique qui permet de gérer la totalité des fonctions du système.